Au niveau managérial, les entreprises qui possèdent des capacités politiques supérieures bénéficient de meilleures rentes, comme par exemple des informations confidentielles, d'un meilleur accès aux législateurs, d'avantages liés à une législation asymétrique, de la protection du gouvernement et d'un accès privilégié aux ressources nationales. Rodrigo Bandera de Mello, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de l'entrée numéro 67 de l'Encyclopédie de la stratégie, intitulée Politique et lobbying. Vous êtes professeur de stratégie à la Business School de Sao Paulo, Brésil. Oui, précisément la Fondation Getúlio Vargas, la FGV. Précision importante. Politique et lobbying. J'ai expliqué cette notion de capacité politique. C'est quelque chose, c'est un sujet sensible. Mais question. Qu'est-ce que c'est ces capacités politiques? Alors, la capacité, c'est une connaissance que l'entreprise développe au fil des années, à travers son expérience, pour utiliser ses ressources politiques. Alors, quelles sont les ressources politiques? Par exemple, on peut parler de connexion politique avec le gouvernement. C'est les réseaux. À travers le réseau, à travers l'amitié, à travers les connaissances sociales, à travers l'accès vers le financement de la campagne politique. Bien sûr. Donc, ça veut dire que l'entreprise peut utiliser ses ressources politiques pour s'y relationner avec les hommes politiques. Et bénéficier de logique de capture de rente, donc, exactement. Telles que vous les avez. Et pour accéder à ces rentes politiques. Vous les avez évoquées. Sujet sensible, sujet majeur. Les dépenses, dans cette entrée, vous nous expliquez, vous revenez sur les dépenses de lobbying, le nombre de lobbyistes, notamment aux États-Unis, par exemple. Voilà, on est sur un sujet lourd. Bah oui, en fait, le lobbying, il est très, très bien réglementé aux États-Unis. Ici, en Europe, on a le Parlement européen aussi, c'est très explicite. Mais par contre, dans les pays où il n'est pas réglementé, il existe toujours quand même. Bien sûr. Donc le côté politique, l'activité politique des entreprises n'est pas une chose qu'on peut laisser dans le processus stratégique d'une entreprise. Donc, les entreprises, elles veulent être entendues par le gouvernement, elles veulent avoir une voix auprès du gouvernement. Donc, c'est très, très difficile de dire on n'a pas de lobbying, c'est-à-dire que les entreprises ne participaient pas. Ça, bien sûr. Bien sûr, ça ne peut pas rester un trou noir, le lobbying, la question du lobbying. Dans cette entrée, vous prenez une perspective historique aussi, et vous nous expliquez qu'il y a eu, que la question a été plus ou moins présente depuis les années 70. Il y a eu des évolutions fortes, quand même. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mouvements sociaux, il y avait des guerres du Vietnam, c'était le moment de la lutte pour les droits civils. Et donc, les entreprises étaient très ciblées par ces mouvements-là. Donc, c'est-à-dire que d'un côté managérial, il fallait mettre beaucoup d'attention à la société en général. C'est à cette époque-là que la théorie des parties prenantes a été, pas développée, mais popularisée. Et ça vient aussi le rôle de l'État. Donc, la relation entre l'État et les entreprises, c'était très, très fort et très fortement étudié pendant les années 70. Après les années 80... Reagan, Thatcher... Ça a beaucoup changé, y compris à cause du changement de l'économie vers des pays, vers la libéralisation. La globalisation aussi a fait une... C'est-à-dire que dans les théories majeures de management, l'État et le rôle du gouvernement, ils sont complètement laissés à côté. C'est du politique, c'est pas de l'économique. Comme c'est l'économique qui nous intéresse, c'est ça l'idée. Exactement. Tout ce qui concernait les relations État-entreprise était considéré par une anomalie. Quelque chose qu'on devrait éviter, on devrait lutter pour ne pas être si important pour les stratégies de l'entreprise. Donc, au niveau des théories, des modèles qui informent le manager, c'était la plus importante chose, c'était la valeur qu'on livrait aux consommateurs. Mais si on considère que la valeur d'un produit comme des sources majeures d'avantages concurrentiels, il faut qu'on présuppose des institutions marchandes qui sont là et qui fonctionnent parfaitement.
c'est-à-dire la symétrie d'information qui n'existe pas, que ce n'est pas si fort, le judiciaire qui marche bien, les marchés compétitifs, et ça n'existait pas aucune part. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui font ces règles de jeu, ces institutions. Donc, l'entreprise, il faut influencer le gouvernement pour améliorer quand même le... Dans cette entrée, qui était très complète, vous nous expliquez que les enseignements même avaient un peu disparu, que ce soit dans les business schools, sur ces questions-là. Et puis, il y a eu la crise de 2008 qui a rebattu les cartes. Ah ben oui. Alors, on achète tous les ouvrages qu'on achète normalement, et ça, je dis pas ici en France, mais aussi dans les autres pays que je connais. On achète des ouvrages qui sont traduits de l'américain. Oui, exactement. Le problème, c'est que la recherche, la connaissance qu'on fait normalement à travers le thèse, les doctorats, les articles de recherche, elle essaie de répliquer aussi les théories qui sont développées pour le contexte américain. Et donc, c'est-à-dire qu'à la fin, on va aboutir à des connaissances qui sont complètement décontextualisées de pays où elle est produite. Donc, c'est pour ça que cet ouvrage, ça m'a fait beaucoup plaisir de participer, parce qu'on peut expliciter le rôle de l'État et la relation avec le gouvernement au sein des théories de stratégie. Bien sûr. Alors, oui, pardon. Et après 2008, avec la crise, les chercheurs majeurs de la stratégie, ils ont commencé, notamment aux États-Unis, ils ont commencé à redécouvrir, à redécouvrir l'État comme... Bien sûr. Ouais. Et là, on a deux grands enseignements. Le premier, c'est, au fond, comme il n'y a pas un capitalisme, il n'y a pas une approche en matière de stratégie politique, il y a l'approche plutôt transactionnelle, et l'approche plutôt relationnelle. Pour faire bref, c'est tradition latine versus tradition américaine, ou tradition européenne versus tradition américaine, c'est ça? Oui, la conception de stratégie politique, elle a été faite pour considérer les institutions transactionnelles d'un système pluriel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes d'intérêts qui s'y battent, qui s'y luttent pour influencer les hommes politiques. Et l'entreprise, c'est une de les associations, ce sont une de ces groupes de pression. Et donc, ça, c'est une approche très marchande pour analyser la relation avec l'État. Donc, on a d'un côté le supplier de la politique et des ressources politiques, et d'autre côté, qui sont les hommes politiques. D'autre côté, on a des demandeurs. Les demandeurs qui sont les groupes de pression. Donc, on peut analyser ces relations en utilisant la métaphore de marché. Donc, ça, c'est très, très à l'américaine. Si on a d'autre côté, par exemple, notamment ici en Europe, une relation plus coopérativiste entre le gouvernement, les entreprises et les syndicats, qui est plutôt coopératif parfois. Ils ont les voix dans pratiquement tous ont les voix dans le système. Donc, ça ne colle pas. Donc, c'est-à-dire que la métaphore marchand-transactionnelle pour analyser ces types de relations qui ont lieu ici en Europe et au Brésil, en Amérique latine, ça n'est pas du tout la meilleure... pas opérant. Oui, exactement. D'accord. Et donc, on arrive à cette idée qu'il y a une concurrence sur les marchés politiques. Il y a des marchés politiques qui peuvent être attractifs et d'autres qui le sont beaucoup moins. Exactement. Si on, par exemple, il faut que l'entreprise sache comment analyser l'environnement politique. C'est-à-dire, quelle est la question sur laquelle je vais faire pression, quels sont mes opposants qui aussi font pression, mais de l'autre côté. Et après cette analyse, on peut décider quelle stratégie politique on va développer. Soit le lobbying, c'est une stratégie basée sur l'information, soit la contribution financière, c'est une stratégie basée sur les incitations financières, soit l'advocacy ou bien la mobilisation des employés des entreprises pour qu'ils puissent faire de la pression
auprès les élus de son circonscription. Bien sûr. Donc, la décision d'utiliser l'une ou l'autre est donnée en fonction de ce qui arrive, la compétition pour la politique où l'entreprise est là-dedans. Alors ça, il faut prendre en compte les cadres majeurs institutionnels d'un pays. Donc, si on est plutôt vers le corporativisme, peut-être ça, ce n'est pas la meilleure façon d'analyser l'environnement. Donc, c'est plutôt de développer au fil des années une expérience avec le système, les hommes qui sont dans le système, les hommes politiques, pour accéder à des rentes supérieures. Et dernier point, ça conduit aussi, et d'ailleurs on le voit depuis la crise de 2008, à un retour sur le devant de la scène, la question judiciaire. C'est-à-dire que la capacité à avoir des lois, à modifier ces lois et à les faire appliquer. Ouais. Ça, c'est très important pour le cas de la corruption. Dès que je parle de la relation État-entreprise à mes étudiants, la première chose qui vient de leur tête, c'est le côté obscur, corrompu de cette relation. Ouais. Ça, c'est à faute à nous, professeurs, parce qu'on n'arrive pas à former correctement les managers futurs des entreprises. On parle de la stratégie en répliquant toujours le modèle américain. On peut parler aussi de la politique, mais les deux choses ne se parlent pas. Donc, c'est nos fautes. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut leur former pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la légalité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent faire parce que c'est illégal. Et donc, ça, c'est une frontière très, très, très difficile à identifier, et particulièrement dans le pays où les lois contre la corruption ne sont pas appliquées correctement. La loi existe, mais le judiciaire, il n'est pas si efficient pour faire valoir la loi. Absolument. Politique et lobbying, donc l'entrée numéro 67 de l'encyclopédie de la stratégie. Merci de votre venue, une entrée à lire absolument. Merci à vous pour l'invitation.